Ils sont toujours là. Nos invités, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique et du Centre de recherche de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo, et puis Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On parlait de la Guinée-Conakry et de l'opposition qui adoube la junte militaire au pouvoir. Oui, là, je parlais un peu de cette communauté internationale. Là, on accuse la CEDEAO, elle n'est pas ferme. Elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait. L'ONU, qui est d'ailleurs une organisation plus grande, a condamné du bout des lèvres, a demandé la libération d'Alpha Condé. Jusque-là, rien n'est fait. C'est tout ce que ces organisations-là peuvent faire. Donc, il ne s'agit pas d'attendre trop de ces organisations. Mais après, ce que là où elles mettent la pression, c'est faire en sorte que le retour à l'ordre constitutionnel arrive très tôt. Donc que les transitions militaires là ne durent pas. Et donc aujourd'hui, en réalité, à un moment, on a pensé que le coup d'État allait s'arrêter parce que même quand vous êtes militaire, vous faites un coup d'État, c'est difficile de diriger sur une longue période. Quand vous vous entêtez comme un Zida au Burkina pour gérer, après vous êtes obligé de fuir, d'aller au Canada. J'ai donné l'exemple des deux capitaines et colonels qui ont géré la transition guinéenne, l'un au Burkina, l'autre au Maroc. Donc c'est compliqué. Pour les militaires qui veulent s'éterniser au pouvoir, s'ils ont cette ambition, ça va être très difficile. Ça va être très difficile, à part dans des circonstances exceptionnelles ou dans des pays où on a forcément besoin que l'armée joue le premier rôle. Ça va être difficile. Mais pour la communauté internationale, à mon avis, elle a fait ce qu'elle peut. Maintenant, il faut que les militaires aussi respectent leurs paroles et surtout donnent raison aux populations qui croient souvent aux motivations par lesquelles justifient leur prise de pouvoir par la force. Alors, pour la junte militaire au pouvoir, le président sortant Alpha Condé serait en sécurité et va très bien. Selon les nouvelles, Mamadi Doumbouya a appelé le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Vous pensez que la transition va bien se passer? Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des signaux qui rassurent. Et vous l'avez vu, étant donné que ils ont su quand même puiser dans les situations précédentes, que ce soit à l'interne de la Guinée, mais également à l'externe. De toutes les façons, il faudrait quand même s'apaisantir sur des points qui vous donnent une certaine adhésion, à faire adhérer donc la population à ce geste-là. Et là, je pense qu'il a reçu ce coup de communication, comme je venais de le dire tantôt, et il continue toujours pas à prendre des décisions assez populaires et qui rassurent. Donc, ce qui fait dire quand même à l'opinion nationale, voire internationale, qu'ils sont quand même sur la bonne voie pour véritablement réussir une transition souhaitée par toute la classe ou toute la population guinéenne. Mais au même moment, je pense que c'est la classe politique même qui lui donne l'étoffe nécessaire de pouvoir donc poser tous ces actes-là. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de contestation à l'interne, puisque les actes posés laissent présager quand même qu'ils sont sur la bonne voie dans l'opposition. À ce qui la concerne ne peut qu'adhérer donc à ces situations-là. Et puis chacun aujourd'hui, vous allez constater qu'il y avait des unions. C'est vrai que ça peut être des unions de circonstances liées à l'organisation des élections qui étaient donc faites au niveau de la classe de l'opposition. Aujourd'hui, vous allez constater que personne n'en parle, puisque chacun se dit, il est temps quand même que je puisse quand même de mon côté pouvoir donc organiser ma base pour réellement prendre ce pouvoir-là. Donc personne ne va plus parler de cette union de position-là. Chacun va vouloir réellement donc faire ressurgir dans des résumés qui puissent lui permettre d'être davantage plus proche de cette junte-là. Mais comme je le dis, c'est mal connaître les militaires, puisque c'est là où vous allez constater que les coups bas vont ressurgir entre la classe de l'opposition. Et ça c'est défavorable. Et aussi bien à la politique interne, mais c'est défavorable d'abord à l'opposition. Mais aujourd'hui, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se disent, voilà, la personne dit, la situation s'est présentée et il montre des gaz que voilà, il va organiser une transition et puis céder le pouvoir. Et ça, déjà, il montre des signaux porteurs. Mais au même moment, l'opposition c'est le moment plus que jamais d'être beaucoup davantage plus unis. Faire face donc à ce front-là, que de pouvoir donc se tirer des ficelles derrière, faire des coups bas. Et là, on ne donne plus de manœuvre à ce colonel-là.
d'ailleurs même d'aller de glissement en glissement de calendrier. Puis de toutes les façons, lorsqu'il le fera, il n'y aura pas une classe assez bien organisée pour dire non à cela. Vous allez voir que chacun de son côté, certains seront pour, certains seront contre. Et là, de toutes les façons, la communauté internationale ne peut focaliser ses appréhensions sur la situation politique à l'interne. Mais si cette situation-là est une situation assez délabrée, déchiquetée, qui ne montre pas véritablement des gages, où on peut véritablement avoir, disons, une appréciation juste de la situation, je pense que cela ne va que profiter à la jeunesse, défavoriser la politique interne. Des dizaines de radars, caméras qui s'ajoutent aux centaines de caméras déjà présentes partout à Abidjan, en Côte d'Ivoire, traqueront les contrevenants et signaleront les infractions par SMS. Le conducteur verbalisé devra ensuite payer son amende en ligne ou en liquide dans les endroits prévus à cet effet. Après une phase de sensibilisation de quelques mois, place à la répression. Allez firmer Teko Agbo. Voilà des caméras de plus pour éviter tant de choses en Côte d'Ivoire. C'est le troisième mandat, ça. Le troisième mandat de Il y a un analyste qui me disait en off que c'est pour éviter les coups d'État. Vous voyez le lien? Je ne vois pas le rapport. Voilà. On se dirait en Chine. Je pense que c'est en Chine qui a cette forte surveillance-là. Parce que j'aurais appris qu'en Chine, lorsque vous violez les feux tricolores, on vous prend tout de suite et puis on vous retire à vie votre permis de conduire. Donc les Chinois aujourd'hui sont dans cette surveillance high-tech et c'est pour contrôler un peu, eux, à leur niveau, c'est pour contrôler beaucoup plus sur le plan politique, pour vous connaître un peu la tendance de tout un chacun et pour décerner le prix de bons citoyens à la fin de chaque année. En tout cas, eux, ils ont une vision. La vision du président Ouattara, bien sûr, c'est bien d'avoir des caméras un peu partout pour... Maintenant, sa vision, c'est quoi? C'est bien d'avoir des caméras, mais bien sûr, on dit c'est la technologie, c'est une manière de moderniser le pays, mais c'est un chef d'État qui le fait, qui a son troisième mandat, qui ne veut pas laisser le pouvoir pour le moment. Ils parlent de premier mandat de la Troisième République. Premier mandat de la Troisième République, et qui veut tout contrôler, qui veut tout contrôler, qui a son frère... Téné Birama Ouattara. Birama Ouattara, ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui, ce président-là, qui prépare l'après Ouattara, et qui a peur de Guillaume Soro, qui a peur, même s'il a Gbagbo avec lui, qui a peur de Guillaume Soro. Soro n'est pas au pays. Soro n'est pas au pays, et qui sait que Soro, c'est un guerrier qui est capable de tout, donc, et qui a peur de manifestations spontanées. Alors, quand vous avez ces caméras-là dans la rue, donc vous pouvez... Donc, vous avez vu le rapport finalement. J'ai vu le rapport. Donc, depuis votre palais, vous pouvez tout détecter, savoir qui est qui, et avoir des yeux sur tout ce qui se fait. Donc, bien sûr, c'est une très bonne chose. C'est le monde qui évolue. On ne peut pas ramener à contre-courant du monde. Mais peut-être, il y a une vision beaucoup plus politique derrière. Il y a un sens précis à ce qui est fait en Côte d'Ivoire. On ne va pas se fier au rapport de Firmin Teko Agbo. C'est une bonne chose. Non, ça c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Je crois que nous avons des échangeurs maintenant. Certains pays, comme le Sénégal, sont en train d'avoir le métro, après le Maroc et tout ça. Les gratte-ciel, on en a il y a longtemps déjà. Donc dans nos pays, ça veut dire que le pays se modernise. Et les autoroutes aussi, tout ça. Donc ça va avec ce qui va en Occident. Bon, je crois que c'est pas le système de surveillance mis en place en Chine, mais c'est un peu un système sécuritaire mis en place dans la plupart des pays développés, où on n'a pas forcément besoin d'un policier pour arrêter ceux qui violent le feu, ceux qui font des excès de vitesse et tout ça. Mais il faut revenir aussi, préciser le contexte dans lequel ce dispositif a été mis en place, parce que il y a des accidents comme vous ne pouvez imaginer en Côte d'Ivoire. Rien que pour l'année dernière, il y a eu au moins 13 000 accidents, je crois. Et des milliers de morts. Et 41% de ces accidents-là ont lieu dans le district d'Abidjan. Donc c'est un peu normal qu'on renforce.
Et il y a une étape expérimentale qui avait déjà été amorcée déjà en 2018 avec 200 caméras qui ont été implantées et qui ont permis en, je crois, 3 mois de pouvoir verbaliser 2 millions de personnes. En même temps, c'est une grande source de revenus parce que si, avec les radars, on arrive à intercepter 2 millions de personnes en 3 mois, à leur infliger ne serait-ce qu'une amende de 5 000 francs, ça fait 10 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Et en Occident, c'est une vraie source de revenus pour les États. Et en Afrique, on en arrive là aussi parce qu'on sait qu'ici, généralement, quand vous brûlez le feu rouge, c'est le policier qui vous arrête. Avec 1000 francs, vous avez la chance de vous en sortir. Donc, les Ivoiriens aussi ont fait ces calculs. Et donc, je crois que ça a été fait par étapes. Donc, de 2018 à 2021, ils se sont rendus compte que c'est plutôt une bonne chose. Ça se fait ailleurs. Et vous savez, Abidjan, c'est une capitale qui a de grandes ambitions, qui veut rivaliser certaines villes occidentales. Donc, c'est normal que quand l'urbanisation évolue, ce genre d'infrastructure s'installe. On a vu un peu le Burkina Faso aussi qui est sur un projet similaire avec le Burkina Smart, qui est beaucoup plus proche du système chinois, mais qui aussi, par rapport aux questions sécuritaires liées au djihadisme et puis au grand banditisme aussi, donc faire recours à ces caméras. Donc ça aide toujours, au-delà de la sécurité routière, ça aide aussi pour faire des enquêtes, ça aide aussi pour prendre des décisions, pour voir le flux sur les routes et tout ça. Donc je pense que c'est un pays qui a des ambitions, qui veut vraiment s'urbaniser, et on ne peut que saluer cela. Alors, Adam Germain a donné les chiffres de 2020, puisqu'il a parlé de l'année écoulée. Je vous donne ces chiffres de 2018. Le gouvernement a expérimenté la vidéo-verbalisation en surveillant 14 points de contrôle. En 3 mois, 2 millions d'infractions ont été constatées. Quand on voit déjà les chiffres de 2018 et les chiffres de l'année écoulée, comme Germain l'a dit, il y a urgence à faire ce genre de choses. Oui, vous savez, nous sommes dans l'ère du temps et je pense qu'après l'expérimentation de la verbalisation et par les forces de l'ordre et de sécurité, qui est très inefficace en ce sens que les verbalisations, c'est vrai qu'au lieu que cela puisse profiter, disons, à la caisse de l'État, sont souvent orientées à d'autres fins. Et ça crée également des désagréments et également l'inefficacité se justifie par le fait que, disons, celui qui commet l'infraction n'est pas tout de suite assez, c'est-à-dire, il n'y a pas de morale derrière. De toutes les façons, au lieu que l'infraction, disons, le coût de l'infraction est toujours divisé en 2, voire en 10, c'est suivant, disons, le tempérament du policier ou du gendarme qui vous prend. Et ça, je pense que, comme je le disais, après l'inefficacité de ces actions-là, il faut quand même expérimenter d'autres actions. Puisque c'est vrai, il y a eu également le freinage de vitesse lié, disons, au dos d'âne également, que beaucoup également contestent. Puisque ça a plus créé des accidents que lorsqu'on laisse donc la voie. Ça également, c'est le rapport de la Côte d'Ivoire qui le dit, puisque sur toutes les voies où on a mis donc ces dos d'âne, ces ralentisseurs de vitesse, on a constaté que sur une période donnée, il y a plus d'accidents qu'il ne fallait. Donc, de toute évidence, aujourd'hui, je pense qu'avec cette modernisation, puisque lorsque vous prenez la modernisation engagée par le président Alassane Ouattara, et à ce qui concerne la ville d'Abidjan, et je crois savoir d'ailleurs même qu'il y a une autoroute qui mène vers une nouvelle stade où il a prévu près de 5 échangeurs actuellement qui sont donc en construction. Donc c'est beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être construites. Donc on ne peut pas toujours se focaliser sur ce qu'on a connu par le passé et comme je l'ai dit, qui a été donc inefficace. Donc aujourd'hui, c'est vrai que par derrière, les gens peuvent avoir quand même des justifications, dire que voilà, c'est la politique. De toutes les façons, chacun, si cela pouvait permettre également d'un côté de pouvoir mieux sécuriser le pays, mais au même moment de pouvoir peut-être amortir ces accidents-là,
Et rappelez-vous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de toutes les façons, il n'y a pas d'épidémie au monde qui tue plus que les accidents. Même coronavirus n'en a pas fait autant de victimes comme les accidents. Et il vous en souvient, la Côte d'Ivoire a perdu pas mal de ses fils, de ses dignes fils. Je pense que c'est l'année dernière où il y avait une professeure de sciences lors du sport, il faisait le sport, qui a perdu la vie également lors des incidents. Donc tout ceci doit éveiller quand même les gouvernants à pouvoir peut-être scruter d'autres voies, et c'est ces voies-là que Alassane Ouattara est en train de scruter. Et je pense que si la réussite en devenait, et nous autres pays, n'oubliez pas le Togo également, il y avait on peut être à l'école de ce qui se fait ailleurs. Oui, mais ce qui est important, je pense qu'il faudrait derrière toute une pédagogie. Puisque au-delà de ces mesures-là, qui sont des mesures palliatives, moi je pense qu'il faudrait prendre le mal à la racine. Puisque entre-temps, vous savez, cette éducation civique que nous avions connue par le passé, où le matin très tôt, on essaie d'inculquer aux enfants, voilà, jusqu'à un an donné, les enfants connaissent déjà un certain nombre de codes de la route, etc. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez également avec, disons, ces motos chinoises que nous avons, et le matin, vous allez vous acheter votre moto, vous savez conduire ou pas. Le soir, vous êtes déjà en circulation. Personne ne vous demande si vous avez le permis de conduire. C'est vrai, c'est difficile. Entre-temps, moi, je pense que le général Yak avait quand même, disons, il était courageux en voulant imposer, disons, ce permis de conduire. Et c'est très important, parce que lorsque vous voyez tous les accidents que nous connaissons aujourd'hui, la plupart sont causés aussi également par ces motos, mais également par ces tricycles-là. Mais ceux qui les conduisent, vous voyez, parce que vous avez rassembler l'argent qui puisse vous permettre de pouvoir vous acheter une moto le matin, vous l'achetez le lendemain, vous êtes en circulation. Personne ne sait, est-ce que vous savez conduire ou pas. Et là, c'est la catastrophe. Et je pense qu'il faut avoir le courage de pouvoir également partir de là. Pour que ces mesures-là aient l'efficacité, il faudrait qu'on puisse assurer que nous avons des citoyens qui savent véritablement conduire et qui ont ce permis-là de pouvoir conduire, qu'on soit à 2 roues ou à 4 roues. C'est très important, sans quoi on peut beau avoir ces mesures-là, on n'arriverait pas véritablement à amortir ce choc d'accident. On marque la pause, on revient parler du Togo qui constitue la dernière ligne droite.